Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un épisode un peu spécial, comme diraient les youtubeuses et les youtubeurs, puisque vous allez écouter le replay du premier épisode enregistré en live d'Histoire de Daron. On retrouve Cédric un an après la naissance de son fils. Cédric avait été dans l'épisode numéro 4 d'Histoire de Daron et vous allez voir, on reparle de plein de choses. J'en dis pas plus parce que je parle déjà au début du live. Donc je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. Ciao ciao. Merci d'être venu. Merci de venir aussitôt, de braver sans doute la matinée qui a été compliquée. Enfin, si vous avez fait une soirée, je pense, parce qu'à Paris, les soirées sont folles, quoi. Sauf pour toi, Cédric, parce que... Ah putain, direct. Ok. Après, quand on est daron, c'est terminé, toutes ces histoires. Un grand merci d'être venu. C'est notre premier épisode, enfin, en tout cas, c'est mon premier épisode en live d'Histoire de Daron. Et donc, merci beaucoup au Paris Podcast Festival de m'avoir invité. Quand ils m'ont envoyé un mail, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? En fait, moi, mes interviews, d'habitude, c'est alors dans un canapé comme ça, dans une salle complètement fermée à la rédac, où il y a strictement personne. Et on a tendance à rentrer un peu avec les invités dans... qui sont, d'où ils viennent, des interviews un peu intimistes, quoi. Et je me suis dit, ok, comment je peux faire ça avec quelqu'un que a priori je vais pas connaître et c'est compliqué de briser la glace un peu. Hein. Et l'un des trucs m'est venu, c'est que ce grand zozo là, on a fait un premier épisode il y a un an. Il y a un an et 15 jours. Ah, voilà. Pourquoi il y a un an et 15 jours, il le sait. Parce qu'en fait, Cédric venait d'être papa depuis 6 jours tout juste. Et depuis cet épisode, donc, que vous pouvez retrouver, c'est l'épisode 4, je pense, donc c'est vraiment tout début d'Histoire de Daron. Je suis désolé d'ailleurs si vous le réécoutez maintenant, parce que le montage, je l'avais fait un peu à l'arrache et c'était mes tests de montage au tout début. Les gens m'avaient dit non, arrête de monter comme ça, laisse juste couler, c'est très bien. Bon. Et donc depuis, Cédric est venu travailler chez Mademoiselle. Il s'occupe de la régie de Mademoiselle, donc c'est grâce à lui que tout le monde gagne de l'argent chez Mademoiselle. Donc merci beaucoup Cédric, heureusement que t'es là. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et donc ça fait quasiment, ça va faire 8 mois, 9 mois que tu bosses là, depuis le mois de février. C'est ça. Et je vois Cédric tous les matins qui se pointe avec des cernes comme as. Voilà. C'est dur pour lui et j'ai compris ça parce que dans un épisode récent qu'on a fait avec un sage-femme qui s'appelle Harold, que je vous invite à écouter si vous l'avez pas écouté, on fait une session de questions-réponses et Harold m'a expliqué que pendant la première année, les jeunes parents, première année de paternité, de maternité on va dire, de parentalité, les jeunes parents perdent en moyenne l'équivalent de 180 nuits de sommeil. Voilà. Et donc j'ai l'impression, Cédric, que je te cueille pile poil au bon moment, parce que tu me racontais pas plus tard que hier, avant-hier d'ailleurs, que ton enfant, qui est là d'ailleurs, coucou Joachim. Bonjour bébé. Il ne se rend pas compte, il ne se rend compte de rien de tout ce qu'on va raconter sur lui, est en train de faire ses dents, n'est-ce pas? C'est la meilleure période. Et donc tu me disais, putain c'est chaud là, parce que il s'est réveillé à 4h30, puis à 5h30, etc., etc. Et ça m'amène sur ma première question. Alors, si vous avez écouté le premier épisode, il y a un moment un peu marquant où Cédric reprend son historique de Google. Et dans son historique Google, il y a comment il a tapé comment hypnotiser un bébé. Et donc, je me demandais, est-ce que tu as réussi depuis le temps à hypnotiser l'enfant? Sache que j'ai trouvé mes propres techniques. Donc, effectivement, rien de ce que j'ai trouvé en tapant comment hypnotiser un bébé ne m'a aidé. Mais en fait, effectivement, j'ai trouvé mes propres techniques que j'ai améliorées là au fil et à mesure de cette année, dont faire des ohms avec la bouche comme ça pendant très longtemps jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle. Après, tu reprends. En plus, c'est assez intéressant parce que quand toi tu te réveilles au milieu de la nuit, ça te permet aussi de te remettre dans un mood de te rendormir, de faire ça. Donc c'est double effet qui se coule. Et puis après, qu'est-ce qu'il aime bien? Je lui tapote un petit peu le dos, ce genre de truc, en faisant des ohms. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à trouver une petite combinaison de gestes qui ne marche pas à tous les coups, car ce serait bien trop facile. Et sinon, ça ne serait plus fun du tout d'être jeune parent. Mais à peu près, voilà, tous les 2-3 mois, il faut retrouver un peu la combinaison qui marche du moment. Comment ça se passe d'être jeune parent? Histoire de Daron, on est là pour raconter des trucs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant tu m'as réconcilié avec le fait de faire des enfants, etc. Et j'ai toujours un peu envie de dire attendez,
peut-être que tout ceci est un mensonge, vous ne savez pas. Alors moi, mes filles sont grandes, hein, maintenant j'ai 12 et 10 ans, donc elles ont 12 et 10 ans maintenant, donc j'ai un peu oublié. Et on est peut-être ici pour venir raconter qu'est-ce que ça fait de perdre l'équivalent de 180 nuits de sommeil en une année. Et en plus, t'as combiné ça, on va dire, avec le fait de démarrer un nouveau job un peu prenant et un peu stressant. Comment ça se passe, mon bon Cédric ? Écoute, non, ça se passe bien. Non, en vrai, le truc, je pense que c'est que quand on a eu le bébé et quand j'étais venu faire le premier Histoire de Daron, donc il y a 1 an et 15 jours, je savais que ça allait être dur. Je savais que quand même, que j'allais en chier. Je me rendais pas compte à quel point. Et vraiment, je pense qu'on est deux un peu dans la situation. Mais effectivement, tu t'attends à ce que ce soit un peu chaud, à ce que le manque de sommeil ce soit compliqué, à devoir un peu gérer. Tu te dis, bon, allez, on va se réveiller dans la nuit pendant 3 mois, mais après ça ira. Faux. Tu te dis, vraiment, mais moi j'ai l'habitude de pas dormir, je me couche tard, je me lève tôt pour aller au taf, tac, tac. Faux, pas du tout pareil. Quand tu te réveilles toutes les 2h30 pendant 1 an, quand tu n'as plus les week-ends pour récupérer, car tu te lèves très tôt, tous les jours, tout le temps, toute l'année. Ah bah l'enfant, les week-ends, il s'en fout. Il comprend pas le concept. Oui, voilà. Il comprend pas le truc. Genre, il y a 2 jours dans la semaine où il va pas voir la nounou. Il sait pas pourquoi. C'est c'est les 2 jours où j'y vais pas. Il sait pas que c'est samedi et dimanche et que du coup faut être calme. Il râle. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à rester 1 heure tranquille comme ça ? Je sais pas. Je pense qu'il comprend quand je suis en train de parler mal de lui, alors du coup il s'énerve. Alors dans le premier épisode, tu racontes aussi que t'as fait un enfant parce que t'avais des amis aussi qui se mettaient à faire des enfants. Enfin, c'était l'un des déclics en tout cas pour toi. Est-ce que tu vois encore ces amis-là ? Oui. Non, parce que je sais comment ça se passe. Oui, c'est ça. Oui, mais moi, mais c'est vrai, c'est ça. Mais effectivement, c'était dans le mood global de on avait envie d'enfants et en plus autour de nous des enfants étaient en train comme ça d'éclore par dizaines c'est la trentaine, dans les champs et dans les appartements parisiens. Et du coup, on a fait le nôtre aussi au passage. Donc effectivement, tu les vois vachement moins. Tes centres aussi de conversation se réduisent pas mal, hein, on va pas se mentir. On n'est pas là pour se mentir. Hein. Ah bah non. J'aimerais qu'on rétablisse la vérité dans cet épisode pour tous les gens qui m'ont dit tu m'as réconcilié avec la parentalité. Après, de venir leur expliquer qu'en fait alors en plus t'as dit dans le premier épisode que tu préférais entre guillemets, et je comprends tout à fait ça, avoir un enfant qu'un nourrisson. Oui. Et j'étais un peu dans cette situation là aussi, c'est-à-dire que en gros les 2 premières années c'était un peu boring vraiment. J'ai changé d'avis sur ça. C'est vrai ? Ouais. Alors en fait, c'est toujours un peu c'est difficile. C'est parce qu'il est alors, là, en fait, c'est pour non, ça mais que vraiment, pas dire non, en plus il est parti, donc il est parti. Je peux vraiment dire ce que je veux. N'oublie pas qu'il comprend pas en plus, hein. Non, mais alors en fait, c'est pas, au contraire, c'est pas boring, c'est assez passionnant, mais par contre, c'est vraiment très difficile, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Je pensais que ça allait être plus facile, mais un petit peu barbant, et en fait. C'est très 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 fun parce qu'à peu près tous les 3 mois, genre le Pokémon évolue et tout d'un coup il sait faire plein de nouveaux trucs. Et donc là, rien que tout à l'heure avant de venir, il s'est levé, il s'est accroché au montant de la bibliothèque et c'était la première fois qu'il tenait debout sans aide ou quoi qu'est-ce quoi. Donc il était là, genre il nous a regardé tout fier, le visage illuminé par une joie certes très éphémère. Mais du coup, t'as tout le temps ces petits moments de waouh, putain, maintenant il fait ça et tout. Il a appris à faire des high five il y a 1 semaine, donc maintenant il en fait à gogo. Il est plus ou moins en train d'en prendre à parler, hein, comme on l'entend au loin, et de tester ses syllabes. Et en fait, tout ça, c'est vachement plus passionnant et ça me fait vachement plus kiffer que je l'aurais pensé il y a 1 an. Mais effectivement, les moments où il est en mode, il apprend aussi à faire des caprices, à être énervé, à jeter à peu près tout ce qui lui passe à la main par terre pour, je sais pas, tester les lois de la gravité ou un truc comme ça. Être sûr que ça tombe toujours. Peut-être qu'à un moment ça va flotter si tu jettes suffisamment de trucs. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais il teste ces trucs-là. Et en fait, voilà, la partie caprice et tout ça, je la gère. J'ai beaucoup moins de patience que je pensais en avoir. Et du coup, c'est ça la partie la plus dure. Et alors, comment ça se passe la partie caprice ? Et tu dis que t'as pas de patience. Comment t'apprends à gérer Non, t'as pas la même. On est là pour dire les choses. Cédric, personne te jugera ici, d'accord ? Moi, j'ai hurlé sur mes enfants quand ils étaient tout bébés. Ils comprenaient pas pourquoi. C'était juste, j'avais besoin d'hurler à ce moment-là.
Qu'est-ce que tu fais? T'es en train Il y a 11 messages qui viennent d'arriver en 2 minutes, j'ai une pote qui me spamme. D'accord. Qui est là dans J'ai mis hors ligne. Non, je sais pas où elle est. Oui. Comment tu gères la partie caprice, c'est que tu as besoin à un moment donné de taper dans des trucs? Non, mais en fait, t'as pas la même patience à 11h du matin et à 3h30 du mat quand c'est la deuxième fois que tu te réveilles. Et du coup, la patience, c'est aussi quelque chose d'assez. Voilà, c'est pas une donnée constante et fiable. Mais non, vraiment, pour moi, ça a été les réveils milieu de nuit. Les moments, en fait, aussi où l'enfant crie et tu sens qu'il essaye de dire un truc mais qu'il n'y arrive pas et qu'il est en train de faire toutes les syllabes qu'il connaît. Mama. Et il est là, il te regarde avec un espèce d'espoir dans les yeux que tu vas piger ce qu'il a envie de te raconter. Et toi, Théal, tu fais quoi? Tu veux ta tétine? Il la jette et tout. Tu veux un gâteau? Il fait. Après, il le prend quand même parce qu'il mange tous les gâteaux. Tu veux un jouet, tu veux un truc, et genre il est comme ça, et plus tu lui donnes des trucs, plus il est énervé, et du coup toi au moment t'es là genre mais tais-toi, arrête, qu'est-ce que tu veux, arrête de gueuler. Et donc du coup c'est des moments où soit tu fais un high five et tu passes la main à l'autre parent, et c'est comme dans les combats de catch, c'est ça? C'est clair. À toi Hulk Hogan, merci. Les rêves des cette vieille rêve Hulk Hogan, désolé si vous l'avez pas, c'est un catcheur des années 80 qui jouait dans une super série qui s'appelait Caraïbes Offshore, c'était K2000 avec un bateau. Je l'ai même pas. C'était inutile. Ouais, non, en fait, passer la main, déjà, ça te permet de pouvoir souffler, parce qu'il y a des moments où tu as besoin de souffler, et effectivement, tu as des moments où tu ne peux plus, l'enfant est là, il te regarde dans les yeux, en te hurlant vraiment, il te hurle le plus profond de ton âme à toi, il sait qu'il va te faire du mal, il te fait... Des fois ils ont ce moment où ils hurlent et ils rigolent en même temps et t'es là genre mais qu'est-ce que tu fais, tu joues avec mes nerfs? Oh oui. Et en fait ils testent de la même façon qu'ils jettent un jouet par terre pour voir si ça tombe. Est-ce que tu vas le ramasser, couillon? C'est ça un peu peut-être, non? Ouais, si. Mais ça dépend. En fait maintenant j'ai pigé qu'ils jettent un truc et tant que je vais pas ramasser ce truc là il va en jeter d'autres. Et donc toi si tu le ramasses les derniers il s'en fout, il les rejette, et puis si tu le ramasses le bon, et ben il s'arrête. Laisse méditer, c'est une sorte de métaphore de la recherche du bonheur. En parlant de recherche du bonheur. Ça, là. Est-ce que Pardon, oui. Ouais, non, mais du coup, la patience, moins de patience. Je me suis pas encore... si ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois de lui dire un peu « Tais-toi, j'en peux plus, arrête !» C'est pas grave. Personne n'est là pour te juger. Oui, non, mais voilà. Surtout, mais j'espère que vous êtes pas là pour juger, parce que moi, je suis pas là pour juger. Donc, j'espère que vous êtes dans mon mood aussi. Si on vient là, c'est pour être tous dans le même mood, d'accord? Pour pas juger Cédric. Parce que quand on est tous les deux en tête à tête, moi, je juge pas mes invités. Donc, s'il vous plaît, jugez pas. S'il y a le moindre regard qui juge, ça sort direct. Ok. Non, par contre, il y a un truc, moi aussi, du coup, j'ai compris, dans ma propre relation à la patience, je vais l'illustrer par comment je vois maintenant les parents fatigués dans la rue avec leur enfant qui est par terre et qui sont en train de traîner, et du coup, ils leur gueulent, les parents, ils gueulent sur les enfants. Avant, j'étais là, je faisais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce parenting, c'est abusé et tout. Maintenant, je suis là, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il lui a fait à cette pauvre femme, cet enfant, pour qu'elle soit dans cet état? Vraiment, il mérite tout ce qui lui arrive. Voilà, ce switch-là, ça nous fait évoluer. Ceci dit, moi, alors dans un autre truc, c'est que avant d'être parent, je jugeais énormément les enfants qui hurlaient. Par exemple, dans le train. Tu vois, mettons, je me retrouve dans le train avec ton enfant et que ton enfant hurle, par exemple. Ouais. Je vais être derrière et je vais énormément juger. Avant, je jugeais énormément ton enfant. Maintenant, je juge énormément les parents, tu vois, parce que ils prennent pas leur enfant pour aller, je sais pas, le balader, tu vois. Oui. Non, pas toi. Nous, on est très, nous dans le train. En fait, dès qu'ils gueulent vaguement au resto ou même dans un bar ou n'importe où, en fait, ou dans le train. Nous, on est très super conscients du bruit qu'il fait, tu vois. Donc, on se bouge, on se lève, on va le promener et tout. On se prend vraiment la tête pour pas qu'il fasse, pour essayer de le mettre à l'aise. À tel point que j'ai plusieurs fois des potes, dont celle qui est en train de me spammer sur mon téléphone, qui me disaient mais laisse-le tranquille, on l'entend pas en fait. Il y a que toi qui l'entends. Faut crier comme tu dis. Faux. Bah après, il y a différents niveaux de gueulade. Parce qu'en plus, je dis ça, moi j'ai plutôt de la chance en fait. Le Schtroumpf là, il est quand même globalement pas trop chiant, globalement plutôt calme. Il a juste des morceaux d'ivoire qui lui traversent la gencive et du coup ça fait mal. Ça c'est sûr. Je peux comprendre. On peut pas lui en vouloir.
Mais globalement, il est pas très très chiant, mais on est quand même super conscient de ce truc-là, d'essayer de pas faire chier, Merci, Cédric. pas déranger la société. J'aime utiliser ce podcast aussi pour venir dire aux jeunes Passer parents. des messages. Surtout, n'hésitez pas. Vous prenez votre enfant quand il est dans le train et qu'il hurle. En fait, vous allez le balader. Vous lui faites tout le train. Ça le fait balader. C'est trop cool. Et puis surtout, en fait, vous emmerdez que les gens qui sont à ce moment-là dans la voiture, puis dans la voiture d'après, puis encore dans la voiture d'après. Enfin, en tout cas, moi, moi, j'ai vu un regard d'horreur. On était à Florence il y a quelques mois pour son premier voyage en avion. Et donc, au retour, c'est plus dur dans l'avion. Bah, écoute, easy. Il a rien fait. Il était là, il avait sa tétine, machin, il mâchonnait son bordel. Bon, ça dure 2 heures, tu vois, ça passe. C'est à peu près les heures de sieste. Petit Lexomil et tout Non, plus de lait dans le biberon, comme ça, il est bien à 2 à l'heure. De toute façon, tu vois, on le portait dans les bras, donc il est content en ce genre. Mais, au retour de l'avion, on s'assoit. Donc, je suis avec le schtroumpf sur les genoux. Le mec à côté de moi, il voit que j'arrive avec un môme. J'ai vu son visage se décomposer. Il était là genre non, pourquoi? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Et du coup, ça s'est ultra bien passé. Genre vraiment, le schtroumpf a pas miaulé une seule fois. Miaulé. Oh, il a rien fait, mais vraiment, genre, il a même pas fait. Il était là, genre. Il a essayé de lui tenir la main. Donc, je pense que. Alors déjà, le gars était un peu genre, me touche pas. Ok, on va déjà sur une personne qui adore les enfants, je pense, de base. Mais du coup, fin du voyage. Donc, pas un bruit. Le mec s'est levé, nous a dit merci, c'était bien. Moi, j'avais très peur qu'il nous crie dans les oreilles. Il a été adorable. Ah, puis après, il est parti. Donc, bah, écoute, il nous a jugés, alors maintenant, je le juge. Si tu nous écoutes. Est-ce qu'on peut refaire un petit moment de ton historique Google ou pas? Yes. Attends, je sais pas s'il est si passionnant là. T'es plus enfant oriented quoi maintenant, c'est ça ton historique Google? Bah écoute, je vais te dire ça. Si, bah après tu sais, ça devient des trucs ultra pratiques, genre tic tac. Oui, donc en fait c'est Conte du Jolibois. Ah ouais, si, ça c'est marrant. Quoi? En fait, c'est Conte du Jolibois. J'ai une histoire un peu marrante. En même temps, je peux la raconter. Ma mère écoute pas de podcast. Cool. Ma mère, elle est un peu rigolote depuis que j'ai l'enfant. Bah, les chats font pas des chiens. Hein. C'est une expression pour dire. Tout à fait. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Et très bien. Donc en fait, elle nous a ramené il y a pas longtemps un grand livre de contes de fées. Genre c'est plus ou moins des contes Disney, tu vois. Et elle est venue avec ce truc-là dont j'avais aucun souvenir et qui est retapé genre avec du scotch et tout ça. Elle me dit regarde, c'est le livre que tu lisais quand t'étais enfant. J'étais à genre non, c'est un mensonge. Et donc elle fait si regarde à l'intérieur il y a une dédicace et donc il y a marqué 1er avril 1985, donc j'avais même pas 2 ans déjà, ok, bizarre, de la part de maman et papa, gros bisous machin. Je fais vraiment, je n'ai aucun souvenir de ce livre, donc je retourne le livre, donc il y a la dédicace date de 85, le livre est édité en 93. Je suis à le genre, qu'est-ce qui se passe? Bonjour maman. Et après je reprends la dédicace, c'est là où il y a marqué 1985, le 1 en fait il a été écrit par-dessus un 2. Tu sais, genre personne faisait l'erreur dans les années 1980 de je me suis trompé, j'ai mis un 2 parce que je voulais écrire 2018. Enfin, donc je ne sais pas ce qui lui est passé dans la tête, je pense qu'elle essaie de me réinventer des nouveaux souvenirs. Mais c'est chaud. Et ça fait partie des petites folies comme ça qui arrivent. Tu sais, les grand-mères, au fur et à mesure, elles se refont un monde, elles retracent une nouvelle identification à leur enfant. Et tu n'en as pas parlé. Tu nous en parles là? Non, ouais, voilà. Non, en fait, on a vu ça après qu'elle soit partie. Je lui en parlerai un jour. Peut-être. Tu sais, des fois, il y a des couvercles qu'il vaut mieux ne pas soulever. Hein, tu laisses un peu le truc. Bref. C'est intéressant comme anecdote. Ah, oui. Et donc, intéressant. Du genre flippant. Intéressant. Non, et du coup, à part ça, c'est une grand-mère adorable qui lui fait des énormes purées de pois cassés et qui lui donne 14 gâteaux le soir. Donc après, il dort pas. Mais évidemment, c'est ce que font de toute façon tous les grands-parents. Ils font tout ce que toi, tu leur dis de ne pas faire. C'est le principe. C'est le concept. Et donc du coup, historique Google, j'ai cherché le fameux livre que vraiment je lisais quand j'étais petit, qui s'appelle Les Contes du Jolibois, qui est un truc en 5 ou 6 volumes. Au début, c'est des animaux dans la forêt. Ils ont des problèmes d'animaux dans la forêt. Genre, il y a une inondation, donc les castors, ils font vite, on va faire un barrage. Après, ils font un barrage. Et les autres animaux sont là. Ah, merci, du coup, on va vous filer des noisettes pour nous avoir sauvés et tout, quoi. Ça mange des noisettes, les castors? Chaud. Je sais pas. Fake news de ouf.
Bah franchement, ça défonce des troncs d'arbres, donc potentiellement ça mange des noisettes comme ils veulent. Hein. J'entends. Et donc après, au fur et à mesure, voilà, ils partent de la forêt, ils rencontrent des gnomes. Et puis les gnomes, ça c'était trop drôle. C'était un livre pour enfants, mais les gnomes, ils ont une fabrique de cidre et ils sont tout le temps pétés. Mais c'est parfait. C'est des livres des années 80 aussi. Hein, donc, c'est des livres des années 80. On n'avait pas le même rapport à l'alcool à l'époque. Hein. Les enfants, ils pouvaient picoler. Enfin, en tout cas, moi, je viens du Nord, hein, donc c'est pour vous dire. Ah ouais, ça y est, on y va. Dans mon carnet de santé, donc qui date, je suis né en 1977, il est vraiment écrit dans la toute première page, ne donnez pas d'alcool aux enfants, et c'est vraiment écrit au premier degré, quoi. C'est pas une blague. Hein. Please. Voilà. Il y a encore pas si longtemps que ça, on mettait du vin à la cantoche, hein, faut le savoir. Hein. Rendez-vous compte. De quoi? Et de la bière dans le Nord, bien sûr, oui, forcément. Ouais. Donc, oui. Ah, j'ai vu des trucs, ouais, à base de aussi pour les dents qui font mal, passer du whisky. Tu sais, tu trempes ton doigt dans le whisky et tu le passes sur les gencives de ton bébé. Mais normal. Ouais. Puis ça aide à dormir en même temps, c'est cool. Ça fait. Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment sur le côté tease avant, je pense qu'il y a vraiment ce côté fais dodo bébé, fais dodo. Le marchand de sable est passé, glou glou glou. Tu vas bien. Ah oui, c'est la meilleure façon d'endormir un enfant aussi. Uh-huh. Qu'est-ce que t'as d'autre dans ton historique Google? Fais-nous rêver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? j'ai des contacts commerciaux pour Mademoiselle. Mais non, ça c'est beaucoup moins intéressant. Enfin pour ce qui nous intéresse en tout cas. Hein. J'ai mes heures de conduite parce qu'effectivement depuis qu'il est né, je me rebouge le cul pour passer mon permis que je n'ai pas passé quand j'avais 18 ans, car en banlieue parisienne ça ne me servait à rien, car mes amis avaient une voiture et un permis à ma place. T'es obligé de devenir responsable maintenant, c'est ça? Et du coup effectivement maintenant j'essaye de devenir plus responsable. Et j'ai quoi d'autre? Non, j'ai mes propres. Après, j'ai pas mal d'achats Amazon, genre les coins de table, les conneries comme ça, pour pas qu'ils se cognent la tête sur des coins de table. Donc c'est parfait parce que du coup, on les a mis partout, il les arrache et puis il va les cacher sous le canapé. Et du coup, il s'est cogné sur le coin de table assez récemment. Est-ce que tu lui as dit c'est un peu une leçon de vie, mon pote, ça t'apprendra? Ah ouais, ils s'en bat les pieds. Mais donc il s'est fracassé la tête ou? Ouais, tu sais, en fait, il avait un petit virage à faire pour passer entre la table basse et le canapé, et puis il a mal pris son virage, et du coup, il allait droit, un peu comme toi tu fais des fois, monsieur le dyspraxique qui se prend les murs. Oui, je suis dyspraxique, je me prends des murs dans la gueule, ça m'arrive, voilà. C'est une maladie, hein, te moque pas. Tu vois, il a pas, non, mais du coup, il analyse pas bien la trajectoire, et du coup, poum. Et il s'est pris le coin de table basse. S'il avait laissé le truc, il se serait fait moins mal. Il s'est pas fait très mal. Hein. Il est encore hyper lax et souple. Oui. Lina, mon premier enfant, elle allait systématiquement tous les matins à l'heure du petit déjeuner dans les prises de courant pour s'électrocuter, sans aucun doute. Voilà. C'était son objectif tous les matins. On lui disait t'as pas le droit d'aller. Elle allait derrière la télé en plus. Elle y allait à quatre pattes pour aller juste mettre ses doigts dans les prises de courant. Les prises pourquoi de courant, les enfants font ça? Peut-être c'est une forme de sélection naturelle que nous, en tant que parents, on empêche. Peut-être c'est une connerie qu'on devrait arrêter de faire ça. Peut-être que tu enlèves tous tes coins de table et puis tu vois si Jojo, il arrive à Joachim, hein, donc ton premier enfant, si Jojo arrive à s'en sortir ou pas. C'est peut-être une façon de lutter contre la surpopulation, je sais pas. Hein. C'est dit, hein, lui-même, il a décidé d'enlever les coins de table, donc de passer en mode expert, tu vois, sur le jeu vidéo de la vie. Il s'est dit, ouais, bah, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il fait? Ah si, il nous a fait 2-3 fois descendre des trucs, peut-être la première. Tu vois, descendre de canapé, peut-être la première. Ça, maintenant, il a capté assez vite. Il descend. Donc maintenant, pied devant, il n'arrive pas à se réceptionner. Il s'étale de tout son long. Normal, ça va arriver. Mais il a bientôt 1 an, là, donc ça va bientôt marcher. Il a 1 an et des patates, là. Il a 1 an et 2-3 semaines. On est sur des premiers pas ou pas bientôt? On est sur un enfant qui est un peu. peu mollo, hein. Il est à la cool, quoi. Je pense qu'il essaye de parler, mais c'est ça aussi, c'est marrant cette période où tu vois les enfants qui ont le même âge que ton môme. Et ils ont rien à voir les uns les autres. On a le petit, justement, de pote qui a quelques mois de plus. Donc lui, à 1 an, il était debout, il commençait à marcher. Puis après, il te regardait sans rien dire. Et il essayait, tu sais, il avait pas vraiment, il souriait un peu, mais genre, il communiquait pas trop et tout, quoi. Donc du coup, après, il allait se promener, il allait voir tout le monde en se posant devant eux, en faisant... genre, en mode oncle fétide, quoi, genre qu'est-ce qu'il y a?
Les gens dans prise le podcast barre, n'auront pas ta c'est tête, mais tu super. fais des drôles de yeux, juste pour dire. Voilà. J'essaie de rendre ce moment un peu plus radiophonique. Merci. Et donc le tien Je est pense plutôt, au a plutôt tendance à développer la parole que voilà. tout ce qui est motricité, quoi. Lui, il est en mode, il essaie de raconter des trucs. Quand il voit les gens, il les regarde, il sourit, il se met des doigts dans la bouche pour leur montrer qu'il les aime vraiment, j'imagine. Ah, tu me donnes vraiment envie de manger mon poing en souriant. Ah. Sans doute positif. Et par contre, ouais, en termes de, on n'est pas encore sur des premiers pas là tout de suite. On est sur, il a maîtrisé le 4 pattes il y a vraiment assez peu de temps. On est sur, il y a 1 mois et demi. Hein. Ah on ouais. est sur un enfant assez fainéant, oui. De façon motrice. Après, je me rends plus trop compte. C'est pas vrai, en plus, je dis ça maintenant. Il galope dans tous les sens. Et il a essayé de se lever Il est tout à toute l'heure. la Je suis journée comme vraiment ça. méchant. Bon bah les couilles. Tu disais dans le premier épisode aussi que t'étais trop content parce que il adorait Kendrick Lamar. Yes. Tu lui mettais du bon gros son. Ah, il aime les gros rythmes. Où est-ce qu'on en est comme ça en termes de... Tu déconnes, j'ai découvert. Je déconne pas, je sais pas. Non, tu déconnes, transition. Ok. Je me suis vachement mis au reggae en fait, depuis qu'il est né. Est-ce que c'est en rapport avec fumer de la drogue pour oublier les problèmes? Je sais pas, je pose la question. Non. Non, pas T'as le droit de le dire, personne te jugera pas ici. spécifiquement pour Ok. ça. Mais j'ai entendu Pas dire. spécifiquement pour ça. Mais j'ai entendu dire que ça fonctionne assez bien parce que ça ralentit ta façon de réfléchir juste à peu près au même niveau que celle du bébé et que du coup tu t'entends très très bien avec Mais ton c'est enfant. vrai, à ce ça moment-là. J'ai entendu dire par des gens. Bref, c'était pas ça là. Je voulais pas venir sur ça. Mais du coup, effectivement, le reggae, parce que en fait, les rythmes du reggae, au début, on lui achetait des petits livres, genre mes premières musiques, machin. Donc, je lui avais acheté mes premiers airs de hip-hop, mes premiers airs de rock, de jazz, machin. Et je m'étais dit, allez, on va sur mes premiers airs de reggae. Moi, j'écoutais pas trop de reggae et tout ça avant. J'avais fait un gros festival de reggae juste avant que le bébé naisse. Le festival de Notting Hill, 2e plus grand festival d'Europe et 1er festival de reggae en Europe. On n'a pas bu que de la bière. Bref, Faut savoir, faut c'est oublier. pas la question. Oui. Mais du coup, c'était histoire de se faire un petit soufflade avant d'aller, avant que le bébé arrive et tout ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, allez, on continue un petit peu cette ambiance de reggae parce qu'en fait, le môme, il aimait bien les sons de son truc. Et du coup, je me suis mis moi-même, en tant que grande personne, à écouter beaucoup de reggae et à découvrir même ce genre musical. Cet enfant me fait découvrir tout un pan de la musique que j'avais jamais vraiment exploré jusque-là. Dans le premier épisode, tu dis aussi que tes 6 premiers jours, t'étais hyper flippé. Et que notamment, je sais pas si tu te souviens, mais je l'ai écouté ce matin à 4h30. Je sais pas pourquoi je me suis réveillé à 4h30 du mat. Peut-être par solidarité avec toi, je ne sais pas. Et je me suis dit, ok, c'est le moment de réécouter le premier épisode de Cédric. Et en fait, t'expliques dedans que vous l'aviez mis dans le lit. Dans son propre lit à lui pendant un quart d'heure ou 20 minutes et qu'en fait au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes vous étiez tellement paniqué que vous aviez ramené le berceau dans la chambre et t'as dit, je cite, j'espère que tu gagnes en sérénité par la suite. Putain, c'est clair. Je l'ai oublié ce truc-là. Je l'ai oublié cette phase là de panique complète. Mais ouais. Ouais. Les 100 premiers jours. Genre vraiment. Non, c'est vraiment, ouais, t'as ce truc-là, les 100 premiers jours où en fait il va. Toi, t'es paniqué, lui, il a mal, il a des coliques, ces fameuses douleurs de ventre qui n'ont pas vraiment, enfin, qui ont 1001 explications, mais dont on ne sait pas vraiment physiquement d'où elles viennent. Tous les enfants n'ont pas ça. Hein. Non, mais il y en a beaucoup qui l'ont. En Ok. fait, c'est surtout, je pense que c'est principalement ton système digestif qui marche pour la première fois. Du coup, c'est bizarre. Que se passe-t-il dans mon ventre? Ouais, c'est ça, quoi. Et en fait, du coup, toutes ces douleurs et tous ces stress des 100 premiers jours, putain, oh là là, quelle angoisse. Ah, Mais c'était horrible. J'ai l'impression de t'y avoir replongé là. Ah ouais, non, mais c'était vraiment dur. Mais c'est parce que t'as les endorphines de la naissance pour ça. Donc en fait, c'est cette phase-là, pendant les 50 premiers jours, t'es là, tu fais, je suis fatigué, mais haha, les hormones m'aident. Et le bonheur aussi. Et le manque de sommeil, oh, ça va s'arrêter. Non. Et après, les 50 derniers jours, où vraiment t'es en mode... Pourquoi il pleure encore? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il a dormi 4 heures d'affilée et là il dort que 45 minutes d'affilée. J'en peux plus. Pourquoi? Tu veux y aller? Non. Tu veux y aller? Bon, bah dans ce cas-là, j'y vais. Bonjour, petit enfant.
qu'est-ce qu'il y a? Je te prends dans mes bras. Plus près de l'oreille. Pourquoi? Et tes techniques, elles marchent pas. Putain, je faisais des squats au début, tu sais, genre... J'avais le bébé dans les bras et je faisais des squats et en fait ce mouvement-là le calmait pour je sais pas quelle raison. Et je l'ai passé à une autre pote et ça a marché pareil les 50 premiers jours. Et puis un jour, c'est fini. Mais t'avais des cuisses en béton alors, c'est ça? Ah bah ouais, j'étais bien, ouais. Mais je faisais du sport avant d'avoir un bébé aussi, donc j'avais des réserves musculaires. Tu veux dire que t'avais du temps pour toi? Ouais. Oui, c'est vrai. C'est ça le C'était truc. Ça, ouais. C'était pas juste que le sport, c'est juste que t'avais du temps à consacrer à toi. Non, je connais des gens qui continuaient à faire du footing avec la poussette. Ah oui, bah j'ai eu un mec en fait qui a fait une fin de marathon comme ça avec sa poussette qui s'appelle Barthélemy dans l'épisode 20. Voilà. Warrior. Oui. Vrai de vrai. Quelle était la question? La sérénité. T'as gagné en sérénité, t'as l'impression depuis ce temps? En fait, c'est pas que tu gagnes en sérénité, c'est que tu gagnes on va pas se prendre la tête, quoi. Hein. C'est tout ça, c'était l'émotion. Tu t'es plus serein parce que tu te poses moins de questions et parce que tu dis que de toute façon, tu feras des bourdes et tu feras des erreurs et en fait, ce sera tes erreurs à toi qui définiront aussi ton genre, j'imagine, de parentalité et qu'après on met tous le cadre, on met tous un curseur différent sur les choses importantes ou pas. Pour l'enfant, nous aujourd'hui il gueule un peu, il fait des caprices et tout ça, il jette des trucs par terre, ça nous emmerde un peu mais c'est pas les trucs les plus importants. Moi je suis assez content et on l'encourage à justement faire des coucous aux gens dans la rue, à sourire, à être un peu content. Faire attention à ça par la suite, il faut mettre un cadre, hein, tu sais. C'est le Nord. C'est l'éducation du Nord qui nous a appris à faire attention aux inconnus dans la rue. Bonjour le Nord, comment ça va? Non, et du coup, en fait, voilà. Et il y a quelques petits cadres où, effectivement, s'il fait un peu des caprices et tout ça, c'est pas. Et s'il a envie de faire trop de câlins et qu'il veut trop souvent être dans les bras et qu'il va râler un peu s'il est pas dans les bras, du coup, on le prend dans nos bras. En fait, selon les curseurs des gens, c'est plus ou moins des erreurs. Alors nous, du coup, il est peut-être un peu moins dépendant sentimentalement, on va dire, parce qu'il a besoin de plus de câlins. Nous, ça nous va bien. Écoute. Là, tu vois, t'arrêtes, tu gagnes en confiance, tu fais confiance à tes erreurs et puis à tes qualités, et puis c'est bon, la sérénité, c'est surcoté, quoi. Mais c'est une forme de sérénité, hein. Après tout, je m'en bats les couilles. Avant, je me foutais des barrières pour pas trop le prendre dans les bras, le laisser pleurer, etc., etc. Et puis, à l'épreuve du feu, j'ai envie de dire même, hein, carrément, et des flammes, tu finis par trouver ton propre style, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est que vraiment, je pense que le jour où j'ai compris que je m'en foutais et que ce que je voulais faire, c'était que le Schtroumpf il soit content. Enfin, vraiment qu'il soit heureux, que je m'en foutais. Il y a plein de techniques à base de s'il crie, t'attends 5 minutes, puis après tu vas le voir pendant 2 minutes, et après tu repars 5 minutes, et s'il recommence à crier, tu refais la même chose. Tu vois, des espèces de trucs comme ça, codifiés avec des acronymes en 4 lettres et des timings. T'as plein de machins comme ça, de techniques de parenting. Sur Internet dans les milliards de livres. Non. Alors, comme pour les maladies, ne posez pas de questions Internet. Pour élever votre enfant, les réponses sont globalement très mauvaises. Il ne faut pas faire ça. Achetez plutôt des livres. Et déjà avec des livres, c'est pas sûr que vous trouviez des réponses super adaptées. Ah bah oui. Mais du coup, sur plein de livres, de trucs comme ça. Et en fait, j'ai lu un livre qui m'a vraiment décomplexé un peu sur tout le bousin, qui s'appelle Bébé qui est tu, qui est écrit par un sage-femme de la maternité des Lilas, qui est connue pour être qui a été une maternité un peu d'avant-garde, il me semble dans les années 70, et qui du coup avait commencé à se poser les questions de démédicaliser, enfin pas démédicaliser, mais se poser des questions sur comment aider les nanas à accoucher de façon moins stressante, un peu plus posée, un peu plus naturelle. Donc ils ont inventé des techniques, ils ont commencé à faire des accouchements en eau, ce genre de trucs. Okay. Donc ils étaient assez avancés sur ce truc-là. Et donc ce mec qui est sage-femme et qui fait le suivi des petits bébés après, commence en disant: écoutez pas les autres gens, écoutez votre bébé. Et en fait, si votre bébé il a envie d'être dans vos bras,
En fait, il y a plein de gens et des fois les nounous ils te disent faut pas le prendre dans les bras parce qu'après c'est difficile, parce qu'après il va pas vouloir les bras. Et en fait, lui il fait s'en fout. Si votre bébé il a envie d'être dans vos bras et qu'il est heureux dans vos bras et tout ça, prenez-le dans vos bras tant que vous avez pas mal aux deux aux deux bras et que vous pouvez le faire. En fait, faites-le. Et du coup, en fait, je me suis dit ok, c'est ça que je vais faire. Et en fait, du coup, il se détache tout seul des bras au fur et à mesure. C'est ce qui s'est passé dans notre cas. Je vais pas faire de scène généralité parce que ne m'écoutez pas non plus. Non. Je suis comme Internet. Je dis quand même principalement des conneries. Mais du coup, nous, ça a bien marché. Et petit à petit, voilà, il a appris à faire sa vie et se détacher de son côté à son rythme à lui. Et au final, en fait, écouter son rythme à lui, je pense que c'était vraiment le meilleur conseil qu'on a pu se donner à nous-mêmes, quoi. Voilà. C'était la sérénité. Je trouve que tu as gagné en sérénité en fait, mais tu as gagné en résilience aussi, je dirais. Gagné en résilience, oui, particulièrement, oui. Ça, oui, ça, c'est le vrai. matin, parfois, je te vois arriver au bureau et je sens que tu es hyper résilient. Vraiment. J'ai beaucoup d'empathie pour toi, tu sais, parce que moi, vraiment, je suis un gros bâtard parce que mes enfants, ils ont fait leur nuit à peu près 1 mois. Ah yes. Le jackpot. Bravo les filles. Voilà. Vous êtes des belles personnes. La petite deuxième, ça a été plus compliqué. On en parlait justement hier à table parce que mes filles sont là. Et la petite deuxième a 6, mais c'est 4. Donc ma femme qui a décidé à un moment donné d'arrêter de lui donner son biberon. Elle lui a dit, tu vois ton biberon, parce qu'elle venait réclamer son biberon tous les matins, enfin toutes les nuits à 3h, 4h du mat. Elle a fini par dire, ton biberon tu l'auras plus parce que maman, je suis trop cané, je suis trop cassé. Et donc 15 jours plus tard, même pas 3 jours plus tard, en fait, elle avait arrêté de demander son biberon, elle a fait ses nuits, comme ça. Et donc, on en parlait hier, et Kim, elle a fait, moi, tant qu'on me propose, je le prends, hein. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une bonne façon de. Mais oui. À quel point les enfants sont là. Moi, tu me donnes un biberon, je le bois. Ouais. 3h du mat, j'ai mon biberon. Alors, forcément, mon système, après, à 3h du mat, il est là. C'est l'heure de mon biberon! C'est clair. Maman! Papa, vous êtes où? Biberon! Apportez-moi mon biberon, voilà. Vite, avec ça saute. Et puis après, il n'y a plus de biberon. Elle a fait, bon, s'il n'y a plus de biberon, alors je vais dormir. Voilà. C'est ça. Oh, justement, ça m'emmerdait de me lever à 3h du mat pour un biberon. Je suis plutôt pioncé. Les pires enfants. Pourquoi je te racontais tout ça? Oui, par rapport à la résilience. Et je te vois parfois arriver le matin et t'as l'air attaqué dans ta chair. Et j'ai envie de te faire un câlin tous les matins et de faire mon bon Cédric, viens faire un câlin à papa, ça va bien se passer. Non, je suis désolé, mon vieux. C'est la connaissance, la savoir, la certitude. Bon, là, vous le voyez pas, mais depuis, ça fait 1/4 d'heure qu'il se frotte les yeux, mon pauvre vieux. En fait, le truc, c'est que la certitude de savoir que ça va s'arrêter, que ça va se transformer en autre chose, fait que, ok, c'est une phase à passer. C'est une phase qui est, somme toute, assez rigolote, hein, comme je le disais, beaucoup moins boring que je l'imaginais au début, et où tu découvres plein de choses sur ton enfant. Et en vrai, moi, je pensais pas m'émerveiller qu'un jour, il découvre sur son jouet où il doit mettre des formes dans des trous, qu'un jour, par lui-même, il comprenne que où va la bonne forme dans le bon trou. Après 317 000 essais. Et en fait, c'est pas parce qu'il le réussit une fois qu'après, il continue pas à se planter globalement. Donc, tu sais pas à quel point c'est pas du hasard. Mais ce moment-là a une certaine forme de magie. Et en fait, pour ce genre de moment-là, c'est vraiment ouf, quoi. T'as des pics comme ça de bonheur, de joie, de fierté. Ouais, non, je sais pas, de tout. Tu as vraiment de joie pure qui font passer la pilule sur tout le reste. Et après, en fait, un truc dont je me suis moi-même rendu compte plus récemment sur les 3-4 derniers mois, c'est que tu apprends aussi plein de trucs sur toi-même avec cet enfant. C'est qu'effectivement, dans cette résilience et dans cette résilience par rapport à toi, par rapport à ton sommeil, mais aussi par rapport à comment les autres gens se comportent avec ton enfant, par rapport à la relation grands-parents et tout ça. Ah. Et non, mais tu vois, je parlais de ma mère aussi tout à l'heure. Donc au début, ma mère, dès qu'elle venait, genre, je l'engueulais sur plein de trucs parce qu'elle faisait pas exactement comme il fallait et machin, tu vois. Là, la semaine dernière, elle est venue avec une purée de pois cassés. On ne sait pas d'où elle sort. Elle lui a donné à bouffer ça contre toutes nos indications et elle l'a gavé de gâteau avant qu'il aille au lit. Donc moi, j'arrive, il est 21h, le machin, il est énervé comme une pile électrique dans son lit en train de faire... Trop de gluten. Donc, je ne sais pas à ce moment-là ce qui se passe, tu vois. Donc, moi, je le prends, je fais, bon, ok, on s'en fout. Je fais mes petites techniques d'hypnose, machin.
il finit par pioncer une demi-heure après. Entre-temps, ma mère est rentrée. Et donc après, je découvre, tu vois, que le pot qui était prévu, il est pas touché. Qu'il y a un espèce de truc de pois cassé qui est à moitié vide, que le truc de gâteau, il y a 4 gâteaux en moins. Et je me dis, mais elle a fait n'importe quoi. Mais est-ce que je vais aller m'embrouiller avec elle pour ça, comme je l'aurais fait il y a 10 mois ? Non, parce que ça sert à rien, tu t'en fous. Et du coup, tu assainis aussi, je pense, d'une certaine façon, tes relations avec les gens. Mais déjà, tu peux partir du principe que ta mère, elle s'en est sortie, puisque t'es là. Oui, c'était il y a longtemps. Tu sais, tu oublies les choses. Tu oublies les choses. T'es toujours vivant. Ah bah oui, je suis toujours vivant, ouais. Non, mais c'est très bien démerdé, non. T'as mis longtemps à faire. Je suis toujours vivant ou pas ? Je ne sais plus. Attendez, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Non, elle s'est très bien démerdée, mais tu vois aussi que, 34 ans plus tard, quand il y a un bébé dans ta vie, c'est plus la même époque, c'est plus le même truc. Elle a des milliards de conseils tout pétés qui marchent plus. Au début, elle était là, il faut le mettre sur le ventre et surtout avoir un tour de lit autour de lui. Tu vois, genre, c'est les trucs aujourd'hui, les bouquins de pédiatre. C'est alors ne les mettez pas sur le ventre, ne mettez pas de tour de lit, car c'est en arrêtant de faire ça qu'on a réduit la mortalité, la mort subite du nourrisson de 60%. T'es là, tu fais bon maman, on va pas faire ça. Je t'expliquerai pourquoi, mais on va pas le faire comme ça. On va le faire plutôt sur le dos, machin. Tu prends du whisky et tu le mets sur ses gencives. Voilà. Tu lui mets un bon collier d'ambre. Elle avait acheté un petit collier. Non, c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Je sais plus qui nous avait acheté un collier d'ambre. Le truc trop serré. Donc, je vais couper la circulation. Lui couper la circulation. Il avait la main toute blanche. Il a plus mal aux dents, mais par contre, il sent plus ses doigts. Tu racontes aussi dans le premier épisode que tu fais un rêve. Tu t'en souviens ou pas ? T'as pas réécouté ? J'ai un vague souvenir de ce truc-là. T'as pas réécouté, mais ouais. T'as fait un rêve où en fait t'arrivais pas à faire caca. Exact. Juste après la naissance de l'enfant. Qu'est-ce que ton subconscient a pu t'envoyer ? Est-ce que tu as des anecdotes de rêves comme ça que tu as pu faire tout au cours de l'année ? En fait, le truc, c'est que je fais très peu de rêves, globalement. J'ai un sommeil assez... On fait tous des rêves, mais Oui, je m'en souviens pas. Okay. Quand je dis ça, je me souviens de très 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 peu de mes rêves depuis toujours. C'est pour ça que quand il m'en arrive un, je m'en souviens bien. Non, et en fait, non, j'ai assez peu de rêves récemment avec le bébé. J'en ai eu un il y a 2-3 mois qui était une sorte de projection de quand il allait avoir 3 ans, 4 ans. Et du coup, en fait... Parce que c'est un peu long, hein. Les 3 ans... j'avoue, là, la première année est passée, j'ai vraiment l'impression que j'ai un enfant depuis 10 ans. Donc, voilà, ça passe... Les gens, ils te disent tout le temps, ça passe super vite et tout. Moi, je suis à non. Vraiment non. C'est fou quand tu dors pas. Non. Mais n'importe quoi. 1 an, le doigt coincé dans une porte, c'est super long. Faut arrêter de dire n'importe quoi, vraiment. Non mais... Après, c'est aussi un doigt coincé dans une porte, mais de façon un peu... Tu vas encore dire un truc mignon, je pense. Non, c'est un peu un syndrome de Stockholm. Hein. Moi, je le vois comme une... C'est pas mignon, alors. Non, mais c'est une... Je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. C'est que t'es coincé dans cette relation abusive avec ton enfant. Mais ça fait 45 minutes, il commence à se lâcher. On arrive au vrai, là, les enfants. Non, mais du coup, tu vois. Non, et en fait, ce que je veux dire, c'est que ça t'amène, voilà, plein de bonheur, plein de stress, plein de machin, plein de dans quoi je me suis fourré. Et en même temps, je dis ça, mais j'ai jamais regretté, tu vois. Le bébé, en fait, c'est que j'ai jamais regretté de l'avoir. Tu vois, j'ai toujours été super content. À chaque fois, je le vois, même si je suis cramé et tout ça, quand je me lève le matin et que je le vois, je fais il est quand même mignon. Et du coup, je suis quand même content de jouer avec lui, de l'embarquer. Je suis allé au Burning Man là en septembre. Donc j'ai fait. Voici ou pas ? C'est lui qui est. Il entend qu'on parle de lui. On était en train de dire du mal de toi. Et du coup, voilà, j'allais au Burning Man. T'es allé au Burning Man, j'allais en parler. J'allais au Burning Man récemment. C'était mon 4e, donc j'en ai fait 3 avant d'avoir cet enfant. L'année dernière, le Schtroumpf allait naître le mois d'après, donc c'était complètement. T'aurais pu. Il y avait même pas. Oui, mais non. Enfin, je serais jamais allé.
Pourquoi pas? Parce que il pouvait naître dans cette période-là, que j'avais pas envie d'être dans un désert en train de faire wouhou la techno et les lasers à 8000 km de là. Ta meuf qui fait je te déteste. C'est clair, pire angoisse. Donc non, c'était clairement hors du jeu. Non mais je te pousse dans tes retranchements, mon vieux. Et donc j'y suis retourné cette année en mode allez une petite DER c'est pas ça, putain, il passe son temps à dire que c'est sa dernière, c'est souffler, impossible. C'est comme si c'était la fin de ta vie d'insouciance. Non, parce qu'après voilà, non mais du coup c'était un petit moment de reconnexion avec cette phase-là. Donc je vais au Burning Man. Donc entre Est-ce que tu l'organisation peux expliquer ce que c'est que le Burning Man rapidement pour les gens qui savent pas, parce que c'est un festival dans le désert du Nevada, dans le désert de Black Rock, qui s'appelle Black Rock car il y a une montagne volcanique qui est donc toute noire. Donc c'est Black Rock, donc c'est le désert de Black Rock. C'est aussi un parc naturel. Et donc c'est un désert alcalin. Ce sera quoi ressemblera la mer morte quand elle sera morte. Trop de détails. Bref, Raconte non, juste... c'est pour donner le truc. Et en fait là-dedans depuis une vingtaine d'années, il y a chaque année une ville éphémère, Black Rock City, qui est créée là-dedans. Donc avec des super grandes structures en bois de 20 mètres de haut, des sculptures, des activités, des espèces de chars géants de musique qui se baladent et qui font le tour du festival. Et des donc, gens tout nus. Des gens tout nus, des gens déguisés, des gens habillés avec des lasers et donc pas mal de trucs avec du feu, de l'alcool, des lasers, de la drogue, voilà, c'est un espace, un festival plutôt hippie. Oublier ta vie pendant l'espace de 10 jours, quoi. Exactement. Et donc pour donner un peu l'ampleur du truc, truc, vous expliquer un petit peu, les gens qui savent pas, tu viens de présenter ça de façon très officielle. C'est une ville de 80 000 personnes, donc c'est aussi un très 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 gros truc. Juste avant de te relancer sur le Burning Man, si vous voulez écouter l'alter ego maléfique de Cédric qui s'appelle Monsieur Chaussette, n'est-ce pas, qui est un personnage qu'il a inventé, parce que... Et qui parle comme ça. Voilà, dans le podcast qu'on fait sur Mademoiselle qui s'appelle Laisse-moi kiffer, parce que Cédric fait partie de cette folle équipe, n'hésitez pas. Alors c'est très pénible parce qu'il parle comme ça pendant tout le long, mais en revanche il explique son Burning Man. C'est à la fois intéressant et t'as envie de le tuer en même temps, mais c'est vachement bien si vous voulez en savoir plus sur le Burning Man d'une manière générale. C'est le podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer, c'est un podcast de Mademoiselle, je vous invite à l'écouter. Donc t'es allé au Burning Man, voilà, pour faire la bulle d'air. Ce qui est moi j'y vais globalement pour prendre mon cerveau, le poser à l'entrée et dire on se revoit dans une semaine, bisous. Et donc voilà, l'idée c'était de refaire la même chose, mais sauf qu'en fait pendant tout ce festival, moi vraiment tous les matins j'étais là, genre je pensais au petit Schtroumpf, il me manquait, avec mon téléphone qui a pas de réseau, je regardais les petites photos du bébé et tout ça quoi. Et du coup les derniers jours ont été super durs parce qu'il me manquait vachement le petit babou. Et ma douce et tendre ma douce et tendre personne qui partage mes non-nuits également. Et en fait, du coup, voilà, ce côté, ce petit cocon familial me manquait vachement, puisqu'en fait, j'avais jamais été aussi loin pendant aussi longtemps. Et voilà, en fait, du coup, tu vois, c'est vraiment aussi ce truc-là, se glisser dans cette vie familiale et dans ce rôle un petit peu de daron, même si j'ai encore du mal à me définir ainsi, mais en même temps, de fait, c'est ce que je suis, et je pense que c'est juste psychologiquement, j'ai pas encore envie de passer le cap. Mais bon, ça y est, dans les faits, nous y sommes. Dans les faits, t'es un daron, t'es là, t'es dans le podcast Histoire de daron, mon vieux. Et du coup, en fait, ouais, ce petit cocon familial, en vrai, pour rien au monde, je le relâcherai maintenant, quoi, tu vois. Tu veux pas partir? Non, mais voilà. C'est pas... Tu vois, je fais pas partie. J'ai pas eu cette envie de putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, et d'avoir envie de se carapater au bout de 6 jours, 3 mois, 1 an. Je suis vraiment dans ma paire de baskets sur ce truc-là, tu vois. Est-ce que peut-être t'as changé, tout comme t'as un t-shirt là que tu arbores aujourd'hui, que je mettrai donc dans les notes du podcast, où il est écrit You've changed man, c'est-à-dire en gros t'as changé mon pote, où t'as une patate qui s'est transformée en frites. Qui dit ça à un pack de frites? Un pack de frites, pardon. Ça serait Moi ça j'ai changé, ouais. Moi j'ai changé, ouais. Oui, c'est ça. Oui. En quoi t'as changé, mon vieux? Je sais pas. Vas-y, on est là pour faire un peu d'introspection aussi. Okay. En quoi j'ai changé? Je sais pas.
Bon, ok. Non, attends. Qu'est-ce qui a changé? C'est vraiment ce truc-là, en fait. Genre, ce côté accompagné. En fait, j'ai un but. Tu vois, j'ai un but dans la vie maintenant, ou en tout cas pour ces quelques futures années. Moi, j'ai faire souvent en sorte que ton enfant se tue pas contre un coin de table. Ouais, mais c'est ça en fait. Pendant longtemps, j'ai beaucoup avancé dans ma vie en me disant, on s'en fout d'avoir un but, machin, le destin, la chance, whatever, c'est la même chose. Tu vois, et t'avances et t'essayes de te démerder le mieux possible avec les cartes qu'on te donne, quoi. Et en fait, effectivement, le fait d'avoir ce mini Schtroumpf depuis 1 an. Eh ben, ça me donne envie de faire les choses un peu mieux. Ça me donne envie, pas de le mettre à l'abri, justement, au contraire, d'aller le confronter, d'essayer de lui filer les cartes un peu plus vite et les clés un peu plus rapidement, et lui filer plein d'affection et plein d'amour et plein de câlins, et de jouer avec lui, même si ces jeux ils sont nuls. C'est vrai que c'est vraiment à chier les jeux d'enfants, quoi. D'essayer de l'amener. Il a un machin qui fait du piano et des bruits horribles. Et j'essaie de jouer avec lui. Quand il y a les chansons de comptines à la con, que je déteste vraiment les comptines par-dessus tout. Ça, il y a un côté super débilisant là-dedans. Et du coup, j'essaie de lui chanter en prenant des voix à la con et tout ça pour que ça le fasse marrer. Et en fait, voilà, ce but-là d'essayer de le faire marrer et de l'amener un peu quelque part, en tout cas de le prendre par la main, de lui tenir la main quand il dit aide-moi à faire ça, donne-moi des gâteaux et machin. Je me dis ouais, je suis ok, d'accord, je suis là pour ça. Et moi, jouer du piano ou donne-moi des gâteaux, c'est quand même c'est triste. 2 sources de plaisir. Voilà. Et en fait, je me dis, je suis là pour ça. Ça me dérange pas du tout d'être l'outil de son développement et de ses plaisirs. Que je pense qu'avant j'aurais peut-être eu trop d'ego pour être l'outil de quelqu'un, de machin. Je me serais dit non, d'abord il faut que moi je me développe, machin. Aujourd'hui je me dis en fait je m'en fous de me développer ou whatever, ou de trouver mon but ou ma place ou toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de me dédier à ce petit Schtroumpf et essayer de lui filer les bonnes cartes. Et en fait, comme je le disais, je me suis sans doute aussi peu découvert des nouveaux trucs que cette année en fait, quoi. Et c'est un vrai challenge, mais c'est un vrai challenge et c'est vraiment difficile et vraiment jeune. On ne peut pas insister suffisamment sur le fait que cette première année est vraiment difficile. Ouais. Et qu'en plus j'ai du bol parce que il est pas trop chiant, mais c'est quand même super chaud. Mais en même temps, t'apprends tellement de trucs sur toi-même. T'apprends à tester tes limites, tu sais où sont tes limites, tu sais où sont tes résistances. Tu te découvres aussi en tant que daron. Moi, quand j'ai appris que le bébé c'était, j'en parle dans mon histoire de daron, quand j'ai appris que c'était un mec, j'ai eu un vrai moment d'angoisse parce que moi j'ai été élevé par ma mère et par ma grand-mère et donc la relation au père je l'avais pas quand j'étais petit et du coup je savais pas comment la créer avec un bébé et quand donc j'ai appris que c'était un garçon, j'étais là genre oh mauvaise nouvelle, tu vois, vraiment comment je vais éviter d'en faire un mec toxique. Comment je vais éviter d'en faire un mec toxique? Voilà, mais vrai, ouais, truc, on est en plein dedans. Et du coup, j'ai une super bonne solution. Alors, vous nous écoutez, les pouvoirs publics? Alors déjà, premier truc, le congé paternité, ça doit être obligatoire et surtout, il faut qu'il soit pris en entier, hein, parce que c'est bien sympa d'avoir un congé pater, mais dire je le prendrai quand il aura 6 mois ou 1 an. Non, t'es là dès le début, mon gars, parce que putain, les 100 premiers jours dont on parlait tout à l'heure, c'est là que c'est la guerre. Et qu'en fait, le fait de les avoir vécus et d'avoir voulu les faire, et d'aller se frotter à ce truc-là, en vrai, directement, ça pose les bases de ta relation à ton môme, et ça repose aussi, ça redéfinit aussi ton couple, quoi. À un moment, on y va ensemble. Allez, on saute. Main dans la main. Ah, c'est ça, main dans la main sur le trampoline des coliques. Tu vois, et en fait, c'est ultra fondateur, je pense, en tout cas, ça l'a vraiment été pour moi, et je l'ai ressenti comme ça, de passer ces 100 jours ensemble dans cette galère, parce que, putain, c'est pas cool de laisser une seule personne se prendre la totalité du truc, quoi. Ou 80% ou 90%, c'est vraiment chaud, quoi. Et du coup, être là à ce moment-là, je pense que ça débroussaille pas mal des petites fondations de masculinité un peu toxiques que tu peux avoir par la suite, quoi. Prendre ce rôle qui est que la société aujourd'hui dit c'est vraiment aux mamans de le faire, donc on va leur filer 3 mois et les papas 2 semaines, hein, parce que c'est vraiment juste au début que c'est dur. Non, c'est beaucoup plus long que ça. Donc merci la société de libérer les parents
pendant toute la période où c'est chaud et pas juste les 15 premiers jours pour les uns et de l'autre côté. Parce que c'est un vrai message c'est un vrai message des pouvoirs publics de dire c'est le rôle de la mère de se démerder quand c'est en axe pendant ces 100 premiers jours. T'as bien raison. Il faut changer ça. Il nous reste 3 minutes. J'ai une dernière question, c'est quoi si tu as un ou deux conseils à venir donner aux jeunes parents qui viennent d'être pères, par exemple, et que tu pourrais leur filer après une année, toi, à être daron, à avoir été dans le dur à ce point-là? Parce que j'aime bien, tu sais, faut partager, tu vois. En fait, je me les donne à moi d'il y a un an. Genre, si je devais le refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? En vrai, beaucoup plus rapidement, je ferais plein de câlins et plein de bisous et j'arrêterais de me mettre des espèces de barrières dans la tête il faut qu'il apprenne à pleurer, ça va lui faire les poumons ou ce genre de conneries que assez rapidement on a fait tomber de toute façon. Mais du coup, tenir ces trucs-là, c'est dur en fait, quoi. Ça fait mal au cœur de dire il faut le laisser pleurer au début et en fait, faites pas des trucs qui vous font mal au cœur parce que ça va faire mal au cœur à tout le monde. Donc écoutez votre cœur surtout. Non mais après vrai truc, faites ce que vous avez dans le cœur et pas ce qui a marqué dans le livre ou dans la tête. Je pense que tout le monde s'en sortira mieux. Et l'autre truc c'est vraiment au début en fait alors voilà, je disais il faut partager la tâche là des 100 premiers jours et il faut y aller à deux. Oui, il faut vraiment être à deux à ce moment-là, mais après ça sert à rien de se partager tous les levées de nuit ensemble. C'est-à-dire voilà, l'intérêt d'être à deux, c'est de pouvoir s'en faire une chacun et de se laisser ces espaces-là pour retrouver un petit peu de sommeil et de se dire lundi, mercredi, machin, c'est toi qui gères et les autres jours c'est toi. Et en fait, c'est comme ça que ça marche bien. C'est ce travail en équipe qui marche bien. Les premiers jours, c'est normal de se lever tous les deux et d'être stressé et d'aller lui tenir la main. Je pense que ça fait partie du game, hein. Mais vraiment, c'est un marathon, les potes. Ouais. Mais de se cramer toute son énergie tous les deux ensemble, c'est très peu utile. Donc voilà, alternez, mais soyez présents tous les deux. Moi, j'ai un autre conseil à t'ajouter que je te dis depuis des mois, c'est faites des siestes en fait. On n'a pas la culture de la sieste en France surtout. Mais en fait, quand vous êtes fatigué comme ça, alors si votre employeur vous le permet, et bon, moi typiquement chez Mademoiselle, la sieste c'est quasiment une culture. J'avoue, limite il va me virer parce que je fais pas de sieste. Voilà, ça dégage, hop. Mais vraiment, si vous sentez que c'est dur pour vous et que vous démarrez la journée compliquée et que vous avez à un moment donné à 16h ou même à 14h le nez qui pointe, un quart d'heure, 20 minutes de sieste, c'est le meilleur. Faites pas 3 heures, sinon après vous êtes cuit, hein, vraiment. Mais un quart d'heure, 20 minutes, faut apprendre parce qu'on n'a pas l'habitude. Souvent, il y a des gens qui me disent, moi je sais pas faire la sieste. Apprends en fait, apprends à dormir rapidement. C'est toujours trop bien. Et moi, c'est comme ça que j'ai monté Mademoiselle et eu un premier enfant en même temps. C'est en faisant des siestes quand j'étais fatigué, quoi. En survivant. Ouais. Fais des siestes. Et faites-vous plaisir surtout. Enfin, faites-vous plaisir, c'est vraiment... moi, j'ai pris quasiment 10 kilos depuis que le bébé est né. Parce qu'en fait, voilà, non, mais du coup, ça fait un an. Ouais, c'est ça, ça fait un an que du coup, dès qu'il y a une pizza 3 fromages qui gambade sauvagement, je me jette dessus. Et en fait, voilà, moi, j'ai beaucoup compensé par de la bouffe et tout. Mais ouais, faites-vous plaisir. Hein. Faut se faire des phases, passer le bébé, le relais pendant une soirée, se faire des restos, des petits ciné, des trucs comme ça. Retrouver le couple aussi, c'est super important. Mais ouais, de toute façon, voilà, ça sert à rien de se garder non plus une espèce de ligne directrice d'hygiène de vie un peu trop vénère la première année parce que c'est déjà suffisamment compliqué. À côté, pour s'en mettre en plus, lâchez-vous du lest et écoutez-vous et faites-vous plaisir. Ça marchera. Inch'Allah, si ça se passe bien. J'espère que ça marchera bien. Bon, Cédric, je te propose qu'on se donne rendez-vous dans 2 ans de ce fait-là pour faire le bilan des 36 mois, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Est-ce que j'espère qu'il y aura encore des podcasts dans la vie. Peut-être qu'on sera tous morts à cause du réchauffement climatique, on sait pas. D'accord, ouais, bah écoute, très bien. Bonne ambiance, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à toi, Fab. Merci au Paris Podcast Festival. Merci beaucoup à vous tous. On peut l'applaudir parce que c'est pas un exercice facile. Et puis si vous connaissez pas Histoire de Daron, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les 3e lundis de chaque mois pour venir écouter un papa qui se livre sur sa paternité, un peu comme ce bon Cédric, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.